en demandant au panel 1 de venir nous présenter un peu les résultats de leur réflexion. Et puis, on va donner un temps de réaction aux autres pour compléter éventuellement. Alors, c'est Keita, Docteur Mamadou Keita. Lequel? Numéro 3. C'est toi qui te permets de nous donner des numéros là. Et votre vie qu'on a fait en bio. Alors, c'est quel plus-value qui doit exposer? Ton frère là-bas. Il va venir après. Bon. Ton frère comme au Mandé. Il va nous attendre quand on sera à la fin des travaux. Quand on aura fini la prière, il va venir pour son discours. Donc, messieurs, va mesdames. intervenir et on a d'autres collègues qui peuvent compléter. Le professeur Yakara, le professeur Pouzo, Bonsoir, messieurs, madame. Nous avons le plaisir de présenter les résultats des travaux du panel 1 ayant porté sur le thème l'évolution du rôle des pouvoirs traditionnels dans le temps et dans l'espace, relation de complémentarité ou de conflictualité entre les pouvoirs traditionnels et les collectivités territoriales. Et d'entrée de jeu, le panel a priorisé la comparaison entre les différents territoires concernés, conformément donc à l'esprit même du colloque. Il s'est penché sur 3 points essentiels. 1. Pouvoir traditionnel dans le temps et dans l'espace. Deuxième point, apporter sur les relations de complémentarité entre les pouvoirs traditionnels et les collectivités territoriales. Et le troisième point, sur les conflits entre les pouvoirs traditionnels et les collectivités territoriales. Suite donc à notre volonté d'aller à une approche comparative, le colloque a échangé sur les concepts pouvoir traditionnel, autorité coutumière, pouvoir local, chef traditionnel, et le panel, ayant tenu compte de la diversité des cas cités lors du colloque, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Tchad, n'a pas pu donner une définition consensuelle au concept. Toutefois, le panel recommande de continuer la réflexion sur la question à travers l'analyse des typologies ébauchées. On poursuit. Concernant le point lié au pouvoir traditionnel dans le temps et dans l'espace, le panel a retenu que cette question doit être examinée en tenant compte des dimensions des espaces et des territoires. En ce qui concerne les espaces, les transformations, le panel a noté que les transformations en œuvre au Mali n'ont pas été
prises en compte de manière exhaustive et que ces transformations sont des signes qui sont en train de jouer le destin, n'est-ce pas, du pays. Le panel a également constaté que les événements qui ont eu lieu au Mali ont leurs répercussions dans les pays voisins tels le Niger. S'agissant du point lié aux relations de complémentarité entre les pouvoirs traditionnels et les collectivités territoriales, il a été noté des éléments de cohabitation et des éléments de complémentarité entre ces pouvoirs. Les pays de la sous-région, d'une façon générale, il a été noté cela également, tous les pays de la sous-région d'une manière générale sont en mutation de pouvoir traditionnel et de pouvoir moderne, avec des expériences de cohabitation et de complémentarité, comme par exemple au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, même au Niger également. Dans tous ces pays, il y a eu des réformes. Ainsi, on s'est posé la question, comment tenir compte des expériences spécifiques qui sont en cours dans ces pays. Ce qui nous a poussé à poser un certain nombre de questionnements. Est-ce que le statut de la chefferie est le même dans tous ces pays? Et est-ce que, même dans un même pays, est-ce que le statut est le même dans le même pays? La question se pose. On se demande également, est-ce que l'État a institutionnalisé le statut du chef traditionnel? Et comment et pourquoi un État laïque confère des pouvoirs institutionnels à des chefs traditionnels? On s'est dit qu'il est difficile d'appréhender les pouvoirs traditionnels en dehors du système et de l'autorité coutumière. Le panel a émis l'idée d'institutionnaliser le statut du chef traditionnel, tout en tenant compte des incohérences constatées. Le panel a également noté des problèmes liés à la cohabitation entre les deux pouvoirs, traditionnels et modernes. Souvent, c'est des problèmes d'instrumentalisation et de manipulation. Il a également été noté que l'insécurité renforce l'autorité des pouvoirs traditionnels. Pouvoir traditionnel donc joue un rôle très important dans la localité. C'est le cas, par exemple, du centre du Mali et dans certaines zones des régions du nord. Les pouvoirs traditionnels s'imposent partout d'ailleurs, quelle que soit l'évolution historique. D'où la nécessité, comme je l'ai déjà dit, d'institutionnaliser leur statut. Donc, institutionnaliser leur statut tout en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des conflits. Les chefs traditionnels incarnent une certaine confiance au niveau de leur communauté. Cela également est un constat du panel. S'agissant du troisième point qui a porté sur les relations de conflit entre le pouvoir traditionnel et le pouvoir moderne, il a été noté que les conflits sont surtout liés à la gouvernance locale. Les relations sont tendues en la matière entre autorités traditionnelles et modernes. D'autres conflits sont liés également au leadership
à la gestion des ressources, aux attributions et à la cohabitation. Le panel a recommandé de tenir compte des particularités des nomades et des sédentaires dans les zones d'intervention. Il a été aussi noté de séparer les fonctions de chef traditionnel à celles du maire. Le chef traditionnel doit rester apolitique. Il est également recommandé de faire en sorte que le chef de village soit fortement écouté dans tout ce qui concerne, ou bien pour tout ce qui concerne sa communauté, et faire en sorte qu'il soit membre de droit du conseil communal. C'est l'essentiel de notre travail. Je vous remercie. Bien, je vais demander à d'autres membres du panel s'ils ont des choses à ajouter avant qu'on ne... Le président? Oui, bon, je rappelle à Le l'Assemblée second micro là. nous n'avons pas pu restituer avec tous les membres du groupe, mais il y a le deuxième rapporteur et les panélistes qui ont pu regarder le rapport, mais je pense que les autres peuvent s'exprimer aussi pour voir s'ils ont des compléments à ajouter à ce que le rapporteur a indiqué et ce que les collègues, le professeur Yandra qui a secondé, qui a appuyé le rapporteur et le professeur. Est-ce que nous avons le second micro? Non? Bon. Bon, c'est pas grand-chose, merci bien. C'est pour tout simplement dire, au lieu d'institutionnaliser, tout simplement c'est de donner un statut. Au lieu d'institutionnaliser, c'est de donner un statut au chef traditionnel. Voilà, je vous remercie. Merci. D'autres choses, oui. Vous pouvez remettre. Voilà. Oui, merci bien. Je crois qu'il faut aussi préciser, on a eu une discussion intéressante sur les relations entre pouvoir traditionnel et pouvoir d'État. Et il se dégageait des idées qui ont été présentées sous forme de débat. C'est que là où l'État n'est pas présent, dans certains cas, on ne peut pas généraliser, mais selon les cas, ça renforce un peu les capacités de pouvoir et d'intervention et d'autorité des traditions, des pouvoirs traditionnels, en fonction des contextes locaux. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que là où l'État est... La première chose, c'est que là où l'État est absent, par exemple dans les zones de non-droit, c'est le cas. Dans d'autres cas où l'État est fort, souvent, il sert le pouvoir d'État instrumentalise les pouvoirs traditionnels sous forme de ramification, de relais aux politiques de l'État. Donc on a constaté 3 cas différents qui me semble important de mentionner. Donc c'est toujours selon les cas, selon les contextes politiques et historiques des pouvoirs traditionnels. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu procéder à une définition des pouvoirs traditionnels parce qu'ils sont fortement conditionnés par les contextes locaux. C'est un constat, mais c'est un constat qui paraît quand même intéressant. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants du panel? Bon. Oui. Moi, j'ai quelques compléments. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que en termes de typologie, nous avons pensé que l'analyse comparative devrait prendre en compte les modes de désignation, la répartition des rôles, les relations hiérarchiques et les modes de collaboration et de complémentarité, entre autres. Je crois que le panel aussi a fait ressortir que
l'instrumentalisation se fait d'un côté et de l'autre. Hein. Le moderne ou l'État instrumentalise les pouvoirs traditionnels, mais aussi eux, ils s'en servent lorsqu'il y a besoin pour leurs intérêts respectifs. Mais nous avons dit aussi que ce n'est pas seulement cette manipulation, mais on a constaté qu'il y a beaucoup de collaboration parce qu'on a senti qu'il y a un besoin indispensable pour les autorités d'État et décentralisées de collaborer avec les pouvoirs traditionnels qui, eux, ont l'avantage d'être permanents, même dans les zones où il y a des conflits. Ils résistent et ils gèrent un certain nombre de problèmes de façon constante. Hein? Donc, c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il faut mentionner ça, que ce n'est pas seulement par opportunisme ou opportunité que les pouvoirs modernes utilisent les pouvoirs traditionnels, mais c'est parce qu'il y a un besoin de le faire, surtout dans des situations conflictuelles ou dans d'autres situations où on a besoin de mobiliser les populations. Je pense que ça aussi, c'est des éléments importants dont il a parlé, mais le rapport peut être approfondi dans ce sens-là. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter comme élément complémentaire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous pouvez sortir du cercle, comme ça, vous serez plus à l'aise. Bon, alors, maintenant, on va demander aux autres d'intervenir, de poser des questions. Moi je vais commencer par poser une question. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas tout le texte, mais est-ce qu'on avait déjà utilisé le concept de pouvoir moderne dans nos documents? Non. Oui, dans certaines communications. Ok. Mais dans les documents officiels du colloque, on n'avait pas utilisé. Bon, donc c'est un nouveau concept que vous utilisez au panel et vous n'avez pas défini qu'est-ce que vous entendez par pouvoir moderne. Donc on est toujours dans les concepts qui sont un peu chargés et moi je vais vous interpeller là-dessus. Oui, on va faire une liste quand même. Arrêtez un peu. Il y a Sissoko après. Edmond. Kéma. Alors. Bon. Ah. Moi, j'ai une grand-mère qui est sourde. Je connais les sourds. Bien, alors Sissoko, tu commences. Merci, Monsieur le Président. C'est vraiment une question de compréhension. Je pense que vous dites donner un statut au chef traditionnel. Est-ce dire que le chef traditionnel, parce que je prends le cas du Mali, il n'y a pas de statut? Je pose la question. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Aussi, quand vous dites de faire en sorte que le chef traditionnel soit membre de droit du conseil communal. Membre de droit, quelles sont les conséquences qui en découlent? Est-ce qu'il sera, ça veut dire qu'il est le même pied d'égalité que ceux qui ont été élus? Donc, il prend part aux délibérations. Est-ce que c'est ça? C'est pour vraiment comprendre. Parce que ce n'est pas un élu. Et si on le prend comme membre de droit, quels sont les droits que vous lui donnez dans le conseil communal? Je vous remercie.
Merci. Le groupe 1. Tout d'abord, une observation parce que indistinctement, le groupe a parlé de pouvoir traditionnel et du chef traditionnel. Pouvoir traditionnel, chef traditionnel. Pouvoir, est-ce que c'est pouvoir au singulier ou bien pouvoir au pluriel? Je pose cette question parce que, en tout cas, dans les réalités de chez moi, il y a plusieurs pouvoirs. Vous avez le chef de terre, le chef du village, et souvent le chef du village administratif. Il y a même du chef coutumier. Donc vous avez tous ces pouvoirs qui sont là. Alors quand vous dites qu'il faut donner un statut, bien il faut institutionnaliser le chef traditionnel. Est-ce que vous parlez du chef traditionnel, du chef coutumier, dans le sens de coutumier? Quel est le référent derrière ce mot coutumier, ou bien le chef traditionnel, ou bien le chef administratif mis en place par l'administration? Ou c'est le chef coutumier du village, ou c'est le chef de terre? Il faut quand même qu'on précise ces notions-là. En tout cas, il y a pluralité de réalité. En tout cas, chez moi, quand vous arrivez, vous dites seulement le chef traditionnel, automatiquement, on ne pense pas au chef administratif. On pense au chef coutumier qui fait des sacrifices aux ancêtres, qui émettent des terres, etc. Donc, j'aimerais également qu'on puisse préciser ça. Merci. Alors, Clément. Merci pour le panel. J'ai bien aimé cette synthèse qui fait justice au débat qu'il y a eu ces jours-là. J'ai un seul point. Je pense que le président du groupe a un peu parlé de ça en termes d'instrumentalisation d'un côté ou de l'autre. Mais il y a un aspect particulier qui ne revient pas, l'intrusion du pouvoir au niveau sur ce champ le plus périphérique. Lorsque le président destitue un sultan ou le président destitue un maire ou des choses comme ça, c'est cet aspect de tension, de déstabilisation du système. C'est le seul point que je ne vois pas apparaître dans la synthèse, sinon je m'y retrouve un peu. Moussa Sow. Voilà. Merci pour les travaux du groupe. Bon, la synthèse a été faite, mais elle laisse un peu sur la fin parce que les problèmes posés étaient difficiles. Et dès le début, en fait, quand on s'est réunis pour voir comment on allait organiser ce colloque, il y avait déjà des interrogations du type de celles que vous avez faites. Est-ce que les recherches qui ont été faites, est-ce que les recherches de terrain peuvent aboutir à des conclusions générales étant donné la diversité des situations en cause? C'est une question qu'on s'était posée. Et est-ce qu'une approche qui a des ambitions théoriques peut permettre de faire des recommandations pratiques? Bon, j'ai retrouvé toutes ces difficultés-là dans l'essai de synthèse qui est méritoire, mais au bout du compte, on ne sait pas très bien à quel résultat on est parvenu. Moi, je voudrais simplement dire aussi ici que dans les recherches que nous avons faites, mais que nous n'avons pas formalisées parce que ça n'entrait pas tellement dans les termes de référence, il y a ce qu'on appelle autorités traditionnelles, en tout cas les conseils villageois ont toute une zone grise, n'est-ce pas, ont un ailleurs dans lequel ils interviennent parce que justement les collectivités territoriales ne leur demandent pas de compte par rapport à cela. Par exemple, il y a beaucoup en milieu permanent, il y a beaucoup de sociétés
d'initiation, je ne sais pas, les anthropologues appellent ça tantôt initiation, tantôt secret, tantôt il y a toute une terminologie qui est gérée par les doyens de lignage du village. Voilà. Et c'est une activité importante, en tout cas d'un point de vue politique, parce que c'est considéré comme des activités à caractère religieux ou spirituel, et le village, pour sa stabilité, accorde beaucoup d'importance à cela. Mais il est tacitement convenu entre les communes, les maires en particulier, et les chefs de village que c'est un domaine qu'on n'aborde pas. Alors quand même que c'est un domaine qui mobilise un certain nombre de gens investis de pouvoir. Voilà. Bon, je pense que il y a ces zones grises là qui quand même constituent un aspect important des pouvoirs. Il y a d'autres sociétés, hein. Il y a des femmes. Moi j'ai vu en Bélédougou, il y a des femmes qu'on sollicite dans certaines circonstances, qui sont généralement des prêtresses de certains cultes, etc. Bon, il y a tout ça qu'il faut ajouter au pouvoir traditionnel. Donc le pouvoir traditionnel, c'est compliqué. Il y a la zone qui de plus en plus est formalisée, mais il y a une zone non formelle qui existe aussi et qui continue à être opératoire. Je voulais ajouter cela. Merci. Merci bien. Merci bien, Monsieur le Président. Je pense qu'un de mes prédécesseurs a quelque peu marché sur ma langue, sur la question, la recommandation qui consiste à faire des autorités traditionnelles des membres de droit du Conseil communal. J'imagine qu'au sein du panel, il y a eu des discussions qui ont abouti à cette recommandation. Mais je me permets de souligner qu'il y a deux difficultés majeures pour la mise en œuvre de cette recommandation. La première difficulté est d'ordre essentiellement juridique. Dans notre constitution au Mali ici, comme dans la plupart des constitutions francophones, inspirées de la constitution française, il est dit que les collectivités territoriales s'administrent par des conseils élus. C'est textuellement mis comme ça dans toutes nos constitutions. Alors, ceux qui ne sont pas élus, comment ils vont siéger dans le conseil communal? Même s'il n'y a pas de voix délibérative, à quel titre peuvent-ils siéger alors que la constitution a limité la qualité de membre des conseils à des élus? Donc, il y a un problème. La constitution, les lois, toutes les lois sur la décentralisation, les lois sur le régime électoral consacrent également cette situation. Donc il y aura une difficulté à les faire siéger juridiquement au sein des conseils. Au plan sociologique, je pense que la chose est encore plus difficile, de mon point de vue, à concevoir. Parce que, comme je le dis, il y a deux légitimités. La légitimité traditionnelle et la légitimité moderne qu'incarne un peu le conseil communal. La cohabitation de ces deux légitimités risque de se traduire plutôt par des affrontements au sein du conseil communal. Je pense que de ce point de vue, peut-être qu'il est plus commode de structurer les autorités traditionnelles sous forme de regroupements associatifs, par exemple, qui peuvent être des partenaires du conseil communal ou du maire pour la prise de certaines décisions ou l'exécution de certaines décisions sur le terrain. Mais les faire siéger directement au conseil communal me pose un petit problème. Ma deuxième préoccupation, c'est qu'au tout début de son exposé, celui qui a fait la restitution a fait allusion à des événements survenus au Mali qui ont eu leurs répercussions au Niger. Moi, je pense qu'il faut nommer les choses. Parce que moi, j'avoue que en tant que Malien, en écoutant ça, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Je ne sais pas s'il s'agit de la situation sécuritaire très dégradée que nous vivons actuellement, ou bien s'il s'agit de la rébellion qui a conduit à cette situation. Mais je crois qu'il faut nommer. Qu'est-ce qu'il y a comme situation au Mali? Les événements, là, il faut remplacer par ce qu'on veut vraiment. Merci, Monsieur le Président. Merci bien. Alors, je ne sais pas si c'est votre rapporteur qui va répondre aux questions ou si c'est... Je pense que c'est les panélistes et puis le président qui doivent... À moins qu'il veuille le faire lui-même, parce qu'il est le rapporteur général, mais... Ok. Le rapporteur a des réponses. On va compléter un peu selon les uns et les autres.
Donc, merci pour les observations. Ok. Donc, nous remercions les uns et les autres pour leur contribution et les questions qui vont permettre de clarifier davantage la synthèse. Et je commence par mon doyen Edmond, quand il parle, n'est-ce pas, des traditions, essayer de... Il disait que dans son milieu, il y a plusieurs sortes de traditions. Mais chez nous, dans notre intervention, nous entendons par chef traditionnel celui qui répond au nom de la localité, comme le chef de village. On sait qu'il y a des intermédiaires, il y a des catégories de chefs, il y a des catégories de pouvoir. Mais c'est la catégorie la plus représentative qui peut parler au nom du village et qui peut mobiliser. Donc les autres parlent en principe à son nom. C'est ce que nous appelons plutôt pouvoir traditionnel ou chef traditionnel. Dans notre concept en tout cas. Les autres peuvent au nom du village, non de la localité. Les autres pouvoirs, le chef de terre, le chef de l'eau, le chef des bergers, et ils ont un pouvoir, certes, mais leur pouvoir leur est généralement légué par le pouvoir central, le chef traditionnel. Donc c'est lui que nous attendons, pouvoir traditionnel bien entendu. C'est le coutumier, le traditionnel là n'est qu'un conseiller du coutumier. D'après ce que là où j'ai été en tout cas, le chef coutumier nomme un conseiller qui est son intermédiaire, qui est l'intermédiaire entre lui et l'administration. Donc c'est ça. En tout cas, généralement, partout où j'ai été en tout cas c'est comme ça. J'ai vu ça à Koutchala, j'ai vu ça. Ça, j'ai vu, j'étais là-bas. Parfois, c'est même pas la même famille. Non, s'il vous plaît. Bon, allons-y. Mais c'est autre chose. Je ne sais pas si, sur ce point-là, bon, on poursuit. Non. Avec votre permission, voilà. On peut faire référence au débat qu'on a eu. Voilà, c'est ça. Après, ce qu'on a retenu. Oui, tout à fait. Bon, ce qui a été dit, et ça a été un débat nous-mêmes, mais on a quand même pu préciser. On s'est dit que s'il y a par exemple un étranger ou bien une mission de l'État qui va, un étranger dans un village, la première personnalité qui accueille cette personne-là, normalement, c'est le chef de village et non le chef coutumier. Le chef coutumier là est sous l'autorité du chef de village. Ça c'est très clair. Il va de soi, on a pu parler aussi des particularités locales. Ça, on a fait allusion à ça dans notre rapport. Mais généralement on s'est dit qu'un étranger, il va chez le chef de village. Et l'autorité coutumière est dépendante maintenant de l'autorité du chef de village. Voilà ce que nous animait dans ce sens-là. Merci. Sur le même point. Oui. Ok. Merci. La question renvoie à l'embryon de typologie qu'on a essayé de mettre sur pied sur la base d'exemples concrets. Le premier exemple concret a été donné par M. Cissé, qui a établi des distinctions entre autorité coutumière et pouvoir traditionnel. Parce qu'il y a une hiérarchie entre les autorités coutumières, celles qui relèvent par exemple du chef de terre, du chef de l'eau, etc., etc. Ces gens-là sont chapeautés par une autorité supérieure, qui est le pouvoir traditionnel. Donc c'est quand même un cas intéressant. C'est déjà une des typologies. La seconde typologie qui a été mise en œuvre, ça a été le cas où il y a un statut, on s'est appuyé sur l'exemple nigérien, où la chefferie, cette fois-ci, on a oublié de préciser que quand on a parlé de pouvoir traditionnel, c'est peut-être une erreur parce que c'est complètement intégré dans notre raisonnement, on pense chefferie.
Mais effectivement, il y a d'autres pouvoirs traditionnels, le pouvoir religieux, etc., ou d'autres pouvoirs qui ont été énoncés là tout à l'heure sur les rites d'initiation, etc. Mais si on rentre dans des détails comme ça, on va se perdre. Donc le problème est effectivement l'intervention du pouvoir d'État à travers le fait que l'État confère un statut, donc une reconnaissance. Avoir un statut de la chefferie, c'est une reconnaissance du bien fondé de la chefferie. Ensuite, le deuxième point, demander à ce que les chefs traditionnels soient membres de droit d'un conseil municipal, ça ne leur confère pas nécessairement les pouvoirs d'élire quelque chose, mais ils sont dans une situation qui permet d'orienter et d'influencer les choses. Donc, je ne vois pas de contradiction entre ce fait-là et la Constitution. Être membre de droit, ça ne veut pas dire avoir capacité à élire ou se prononcer d'une manière électorale sur des projets, mais ça veut dire qu'il y a capacité à donner son point de vue, son avis, respecté ou pas, mais c'est aussi une reconnaissance de légitimité au niveau local. Ensuite, vous avez posé la question des pouvoirs modernes. Les pouvoirs modernes, ça a été utilisé à 2 ou 3 reprises à travers les conférenciers, c'est tout ce qui relève de la démocratie élective. C'est ça qu'on entend, enfin, moi je l'entends comme ça, sur les pouvoirs modernes. À la différence des pouvoirs traditionnels, dont les modalités de succession et d'arrivée au pouvoir sont souvent fondées sur la parenté, la consanguinité, l'alliance et donc sur le sang. Donc c'est la grande différence des pouvoirs modernes. Le pouvoir moderne, pour moi, ça n'a effectivement pas grande signification, ça n'a pas de validité opératoire, mais encore une fois, c'est tout ce qui relève d'un pouvoir issu de la démocratie élective, que ce soit communal, de la députation, de la région et tout ce que vous voulez. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu veux dire 2 mots ou bien ça va? 2 mots. Je voulais simplement... Donc, il n'y a pas de micro. Donc, je voudrais simplement... Oui, je voulais simplement dire que les mêmes questions ont été posées au cours de nos débats, mais nous avons dit, nous, avec le temps qu'on avait et les travaux des jours passés qu'on ne pouvait pas trancher sur ces questions, il faut proposer d'approfondir la réflexion à travers une analyse comparative partant des typologies entre les cas des différents pays et même les cas internes au Mali. On a dit que ce n'est jamais la même chose, mais qu'il fallait... parce que ce colloque, pour nous, est un point de départ. Mais il y a tellement de points qui sont restés non élucidés que nous avons proposé d'aller plus loin avec une certaine réflexion si on veut que ce soit un colloque, enfin une série de colloques qui vont tenir compte des préoccupations des internationales, notamment des différents pays voisins, mais aussi de la situation diversifiée qui est celle du Mali. Quand tu pars au nord, tu pars au centre, tu viens dans le sud, c'est jamais la même chose. De prendre les différents cas, de les comparer en se référant à une certaine typologie, un certain nombre de critères pour voir un peu quels sont les cas qui marchent et pourquoi ça marche et pour quelles raisons ça marche en se référant aux différentes typologies. Comment les autorités sont choisies, quel est le rôle attribué, quels sont les rôles attribués à ces autorités, quelle est la place qui leur est réservée par rapport aux autorités modernes, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on a retenu. Mais on a pensé qu'il y a certains aspects sur lesquels on pouvait jeter en tout cas le pavé, comme l'a dit souvent le professeur Bourgeot, pour dire que nous pensons que les autorités, par exemple les autorités traditionnelles, doivent faire partie de l'architecture institutionnelle des pays, monter d'une façon ou d'une autre. Bon,
peut-être les constitutions ne les permettent pas actuellement, la constitution du Mali, mais il faut trouver la forme de faire représenter ces autorités compte tenu du rôle qu'ils jouent, quel que soit Alpha. On a constaté qu'on ne peut pas les contourner compte tenu de leur position sur certains aspects. Donc je crois que c'est un peu ça qu'il faut Merci retenir. beaucoup. Non, on va avancer, s'il vous plaît. Laissez-moi dire 2 mots. Oui, je l'ai vu. En fait, il est manifeste que la démarche que nous avons choisie est difficile. Et on n'a pas assez d'études de cas pour entreprendre un effort de conceptualisation et de théorisation permettant d'éclairer les différents concepts qu'on a. Et parce que c'est une démarche scientifique qui est forcément longue et qui doit prendre beaucoup de cas d'études pour pouvoir faire cet effort-là. Hein? Si on veut préciser les concepts et théoriser à partir des études de cas, il faut avoir plusieurs études de cas. C'est ce que vous préconisez d'ailleurs, en disant qu'il faut voir dans les pays, mais aussi à l'intérieur de chaque pays ce qui se passe. Hein? Bon, nous, j'ai assisté au travail à ce type de démarche à l'université d'Indiana, où la difficulté c'était aussi de prendre les critères de choix des études de cas et les variables sur lesquelles on va focaliser pour faire l'effort de théorisation. Donc, c'est une démarche qui est difficile. Et votre recommandation, je la comprends tout à fait. Parce qu'elle rejoint le problème que soulève Moussa Sow, hein, cet effort de théorisation. Effectivement, il faut faire le point chaque fois, comme vous avez essayé, faire une typologie, pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais on a besoin effectivement de plus d'études de cas. Parce que les situations sont particulièrement diverses. Et l'analyse que eux, par exemple, à Indiana, ils avaient faite, c'était sur 1000 études de cas. Donc ils sont partis de 1000 études de cas. Bon, nous, on n'a pas les moyens de partir de 1000 études de cas, mais sur l'ensemble des différents pays, de différents continents. Mais cette démarche-là, elle est très intéressante, mais en même temps, elle est très difficile à mettre en œuvre. Donc, on va garder votre recommandation qui est de continuer à réfléchir à partir des études de cas de différents pays, mais à l'intérieur de chaque pays, il y a des situations aussi assez diverses. Donc, les concepts-là ne sont pas toujours faciles à définir et élaborer une théorie permettant d'analyser chaque cas, différents cas, bon, c'est pas aussi évident. Voilà, donc je résume un peu nos difficultés à ce niveau-là. Je voudrais vraiment qu'on continue et on va faire le débat plus tard. Et Edmond, tu n'as pas la parole. Voilà. Non, on va avancer, s'il vous plaît. On continue parce que vous verrez pourquoi je dis on va arrêter pour l'instant. Parce que moi, je pense qu'une des recommandations que nous allons faire à Odyssée, c'est de ne pas disloquer ce groupe-là et de voir comment on peut ensemble continuer de réfléchir. Bon, ça c'est une proposition que je vais faire. Mais donc on va continuer. Il ne faut pas qu'on se dise, il faut qu'on termine tous nos débats aujourd'hui parce qu'après c'est fini. On cherchera la formule pour continuer à réfléchir ensemble. Bon, alors je vais vous donner la parole pour continuer à répondre aux questions posées. Ce que nous avait motivé à demander que le chef de village soit membre de droit du conseil communal, c'était tout juste parce qu'on avait constaté que certains outrepassaient. Et donc ils passaient par leur pouvoir, par leur connaissance, gérer leurs problèmes sans donc faire cas du chef de village. Donc, dans ce cas, il se sentait humilié et dévalorisé. Et nous nous sommes dit que pour lui donner plus de valeur, il était mieux qu'il soit consulté pour tout ce qui concerne sa localité. Et maintenant, pour faciliter cela,
Alors on avait demandé qu'il soit membre de droit du conseil communal. En ce moment, il serait présent, mais on n'a pas vu l'approche juridique, malheureusement, quand nous proposons cela. Donc l'approche juridique, en principe, doit annihiler notre recommandation, en principe. Voilà. Ou à moins que, si le débat est posé, à moins que l'Assemblée nationale ne légifère pour ça, puisque ni là aussi n'est pas ni une Bible ni un Coran. Voilà. C'est la Constitution. Ah, la Constitution encore, voilà, c'est ça. Donc, bon, quant à la première question, je préfère la passer à un autre membre du panel, s'il peut intervenir. C'est donner un statut au chef de... Parce qu'on demandait, est-ce qu'il n'a pas de statut actuellement? Bon, ce qui est évident est que déjà quand on est nommé chef de village, c'est déjà un statut. Ouais, mais si notre palais demande, n'est-ce pas, de donner un autre statut, alors peut-être que certains ont d'autres informations capables de développer davantage ce concept que moi. Donc, alors, qui du panel peut intervenir dans ce sens davantage? Oui. Donnez-lui le micro. Il y a un micro par là-bas. Il y a un micro par là. Oui, je pense qu'il ne s'agit pas seulement du chef de village, mais c'est l'autorité traditionnelle en général. Hein. Comment, comme au Bénin, on a pu insérer harmonieusement le rôle, un certain rôle aux autorités traditionnelles pour qu'ils puissent apporter une contribution harmonieuse sans être entrer dans la question de l'instrumentalisation dont nous avons parlé. Je pense que c'est ça, il ne s'agit pas seulement du niveau village. Hein. Donc, je ne sais pas si on peut consolider. Voilà, donc par rapport à cette question, le cas du Niger par exemple, c'est dit dans la Constitution qui reconnaît la chefferie et ils ont également comment ça s'appelle, un statut, une loi portant un statut de la chefferie traditionnelle au Niger. Et au niveau de cette loi, ce sont les chefs de canton ou les représentants qui sont membres de droit au niveau du conseil communal. Donc, comme chez nous, c'est la commune qui constitue, la commune et la région qui constituent la collectivité territoriale. Donc c'est seulement les chefs de canton ou les représentants sont membres de droit. La membre de droit, c'est avec voix consultative. On dit par rapport à cette question concernant comme les communes ont été créées sur la base des cantons au Niger. Mais les cantons les plus importants ont été divisés en plusieurs communes. Mais quand même, c'est le même chef de canton qui coiffe toutes les communes, en quelque sorte à travers les représentants qu'il envoie. Donc c'est ça. Et ces chefs ou les représentants ne peuvent percevoir au même titre que par exemple les conseillers, les indemnités de participation ou de cession au niveau du conseil communal. C'est ça. Merci. En fait, le statut devait permettre de faire une bonne répartition des tâches et des rôles. Parce qu'on a constaté que la plupart des conflits entre les autorités traditionnelles et les pouvoirs ou le pouvoir moderne, ces conflits sont dus au fait qu'il n'y a pas une répartition franche entre ces autorités. Donc, dans le statut, on peut dire, voilà, les rôles et les tâches réservées aux autorités traditionnelles, et de l'autre côté, les pouvoirs ou les tâches et rôles réservés à l'administration et au pouvoir moderne. Voilà ce qu'on compte mettre, ou ce qu'on souhaite mettre dans les statuts. Oui, enfin, le problème du statut, sur l'exemple du Niger, je pense que c'est peut-être pas un exemple qui peut servir de modèle, mais dont on peut quand même s'inspirer. Le statut se décide au niveau national et pas au niveau local. Au niveau local, bien sûr qu'il y a un statut, mais c'est complètement, ça relève de l'informel. Donc, quelles sont la nature des relations entre les pouvoirs traditionnels
dits locaux et les pouvoirs d'État. Ça se pose dans ces termes. Une reconnaissance nationale d'un statut de la chefferie, par exemple, ça confère de facto un certain pouvoir, et ce pouvoir-là peut se manifester en termes d'appartenance de droit avec une voie consultative, mais c'est un autre mode d'approche et de traitement de la chefferie. Ensuite, sur les problèmes de diversité des cas, je crois que la première chose à dire, c'est que les pouvoirs traditionnels résultent des systèmes politiques locaux. En conséquence de quoi, sur le territoire malien, tous les systèmes politiques locaux ne sont pas les mêmes. Donc il faut bien prendre en considération ces particularités-là, puisqu'elles sont incarnées dans les pouvoirs traditionnels. C'est la première chose. La deuxième chose, on a eu des discussions sur les spécificités aussi des sociétés nomades. Je vois mal un chef de fraction dont le pouvoir repose sur quelqu'un qui a une autorité coutumière sur la terre. Ça n'existe pas, c'est des terrains de parcours, c'est le végétal. Et sur l'eau, ça ne se pose pas du tout en ces termes. Donc quelque part, y compris au niveau national, il faut quand même prendre en compte ces particularités sans déboucher pour autant dans des particularismes. Donc se pose effectivement le problème de qu'est-ce que c'est que les pouvoirs traditionnels et la chefferie. La chefferie dans les sociétés nomades n'a pas grand-chose à voir avec les modalités de la chefferie en société sédentaire. Donc quelque part, dans le cadre d'une unité et de la diversité d'un pays, il faut prendre en compte aussi les diversités. Et c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas globaliser et passer à des propositions de définition. Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir traditionnel? C'est pas possible. Donc le reconnaître, c'est pas du tout un échec. Au contraire, ça permet de faire avancer les choses et d'ouvrir les esprits sur des décisions d'ordre politique. Merci. Bon. Oui, dernière intervention. Je vais réagir très rapidement sur les 2 points. Moi, je pense que par rapport au concept même de chef traditionnel, quand il s'agit de gérer les relations entre l'administration et les pouvoirs traditionnels, il faut circonscrire la notion de chef traditionnel à une catégorie bien précise. Parce que, imagine mal que dans un village, dans un canton, que l'administration puisse avoir comme interlocuteur à la fois le chef de village, le chef religieux, le chef de terre, le chef des chasseurs, ainsi de suite. Il s'agit du chef qui exerce le pouvoir temporel au niveau coutumier. Donc en fait, c'est lui qui peut être l'interlocuteur de l'administration. Donc quand on parle de relations de chefferie entre l'administration et les pouvoirs traditionnels, il s'agit de pouvoir traditionnel, ceux qui exercent le pouvoir temporel. Il s'agit des chefs de village, et peut-être au Niger, les chefs de canton. Mais il ne peut pas s'agir des chefs de terre, ou des guérisseurs ou des chasseurs, qui sont autant des pouvoirs au niveau local, mais qui ne peuvent pas être les interlocuteurs de l'administration pour décider du sort de la communauté. Moi, je pense qu'il y a lieu de circonscrire le concept à ce stade-là. Si vous permettez, je vais avoir la deuxième idée que j'aimerais avoir. Au niveau, chez les nomades, il y a également 2 catégories de chefs, au moins. Moi, je crois. Il y a les chefs de fractions et de tribus, même si les tribus sont officiellement supprimées, ça existe dans les faits quelque part. Des personnalités prestigieuses qui ont un ascendant sérieux, réel sur plusieurs fractions à la fois. Les cantons existent d'ailleurs quelque part au nord et au sud du pays encore. Même si on les a supprimés depuis 1960, il existe encore des villages où on sait que la famille du chef de canton exerce la chefferie sur le chef-lieu, mais a un ascendant réel sur les chefs de village qui constituaient le canton de la période coloniale et qui prennent des instructions quelquefois avec lui. Et en milieu nomade, il n'y a pas que le chef de fraction qui exerce le pouvoir, il y a également les cadis, qui sont des pouvoirs réels, qui ont des pouvoirs, ils ne sont plus très nombreux malheureusement, mais qui sont des références aussi en matière de pouvoir, même si c'est orienté beaucoup plus sur le plan religieux. Donc, compte tenu de toute cette diversité, il vaut mieux qu'on prenne comme interlocuteur de l'administration celui qui exerce la chefferie coutumière au sens temporel. Merci bien. Ouais, le deuxième aspect, c'est que faire siéger, je reviens sur la question très rapidement, faire siéger les chefs traditionnels dans le conseil communal, ça va amener des distorsions terribles. J'en connais des cas de chefs de village au Mali qui ont été chefs de village pendant 50 ans. Est-ce qu'il va siéger au conseil communal pendant 50 ans et ne pas être celui qui emporte la décision finalement, même s'il n'a que voix consultative? Ensuite, lui, il n'est pas élu. Et on ne veut pas qu'il soit trop politisé.
on l'amène dans une structure politique. Le conseil communal d'abord est un organe politique qui décide. Alors on veut amener les chefs traditionnels dans un organe politique et on ne veut pas qu'ils soient politiques. Il faut qu'on sache très bien ce qu'on veut en ce moment. Pour toutes ces raisons, moi j'exclus vraiment le fait qu'ils siègent au sein du conseil communal, que ce soit à titre consultatif ou délibératif. Merci. Merci. Alors, bon, donc on va noter tous ces points, parce que nos réflexions ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je vais clore le débat sur le panel 1 ici, et on va demander au panel 2 de venir nous exposer un peu leurs réflexions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Le panel 2 avait pour mission de procéder à des recommandations sur les perspectives pour les relations entre les collectivités territoriales et les pouvoirs traditionnels. Donc, pour rappel, après ces 3 jours de travaux, je pense que l'ensemble des panélistes, que ce soit du groupe 1 et 2, avait déjà capitalisé un certain nombre de résultats des États qui sont sur la table aujourd'hui. Et en fonction des réalités des États, le groupe 2 a procédé à des recommandations vraiment qui sont peut-être réplicables vraiment dans ces États aussi invités sur la table. Donc sur les recommandations, le groupe 2 a retenu 12 recommandations. Il s'agit d'abord d'engager des réformes administratives en clarifiant les rôles et les attributions des différents acteurs. On entend par différents acteurs le représentant de l'État, le conseil communal et les chefferies. Démontrer les mécanismes de règlement endogène des conflits. Documenter les mécanismes de règlement endogène des conflits. Privilégier les mécanismes de règlement endogène des conflits. Légiférer sur les mécanismes de mise en œuvre des conventions locales. Améliorer la complémentarité entre pouvoirs traditionnels et collectivités territoriales. Relire la loi numéro 06-023 du 28 juin 2006 relative à la création et à l'administration des villages et quartiers en intégrant les indemnités de fonction des chefs de village. Engager une recherche sur le mode opératoire d'implication des pouvoirs traditionnels dans la gouvernance locale. Renforcer l'information et la sensibilisation des autorités traditionnelles sur les enjeux de la décentralisation. Assurer des formations à l'endroit des pouvoirs traditionnels sur les textes de la décentralisation. Sécuriser les parcelles maraîchères exploitées par les femmes. Faire une étude sur la gouvernance des chefferies traditionnelles. Mettre en place un réseau de chercheurs sur la question des relations entre les pouvoirs traditionnels et les collectivités territoriales. Voilà les 12 recommandations qui sont retenues par le panel 2 sur la thématique perspective pour les relations entre collectivités territoriales et les pouvoirs traditionnels. Cependant, le groupe reste ouvert pour les discussions. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des membres du groupe qui veulent compléter éventuellement? Okay. Oui, c'est rappeler un peu
quand on formulait ces recommandations, nous nous sommes dit la recherche doit être au cœur de l'événement. Parce que nous avons compris que nous n'avons pas suffisamment de résultats de recherche pour pouvoir faire face à certaines situations par rapport au pouvoir traditionnel aux collectivités territoriales. Ça, c'était important pour nous. C'est pourquoi vous verrez que nous avons mis là-dedans des activités futures de recherche. Et nous pensons que si l'ensemble des chercheurs de la sous-région et d'ailleurs se mettaient autour de la table pour investiguer ces différentes thématiques, je pense que l'Odyssée, on verra que les prochains colloques, il y aura beaucoup plus de précision et beaucoup plus de propositions concrètes avec toutes les justifications nécessaires. Mais on ne peut pas s'en tenir seulement aux recherches qu'on doit mener. Il faut quand même contenter l'autre pan. C'est pourquoi vous verrez, il y a certaines propositions là-dedans qui peuvent nous aider à améliorer dans le moyen terme la situation que vivent les sociétés traditionnelles dans nos différents pays. Je voulais vraiment qu'on comprenne cette démarche-là. Merci, Monsieur le Président. Merci bien. D'autres points des membres du panel? Bon, s'il n'y a pas d'autres... Alors, je vais faire la liste de ceux qui veulent intervenir. Mais ceux du panel n'interviennent pas maintenant. Non, non. J'ai fermé parce que je vous ai donné la parole, vous n'avez pas levé la main. Je voulais parler. Bon, parle. Je m'excuserai, je sais qu'on avait parlé de création d'un réseau. On avait parlé vraiment de lancer l'idée de création, de mise en place d'un réseau. La bain était passée. Tu as l'excuse de la fatigue. Bon. Alors maintenant, je prends une liste, hein, ceux qui veulent intervenir, qui sont du panel 1 et qui veulent intervenir. Oula, Yatara, hein? Voici évidemment, oui. Aman? Ah, c'est Afo. Sanoussi. Je commence à m'habituer au nom. Mais des plus grands parleurs, pas d'abord. Moussa Sow. Bon, on commence. Yatra. Donc, je remercie les membres du deuxième panel pour effectivement être beaucoup plus précis. Et c'est ce qui va me pousser à leur poser justement une question aussi précise. Je pense que dans vos recommandations, l'avant-dernière, là, je pense que j'ai bien compris, de sécuriser les parcelles des femmes. Non, j'ai compris. Et là où il y a les conflits des terres, justement, où les hommes sont en train de s'entretiller. Et pourquoi pas les hommes, j'ai dit? Merci. Non, moi, je trouve que c'est une bonne question. Parce que j'ai évoqué ici le cas des femmes comoriennes qui exploitent leur mari de façon éhontée. Bon, voici, vous avez la parole. Bon, ce n'est pas une question, mais c'est juste dire merci et féliciter le panel 2. Parce que mon cri de cœur, comme le procès Yatara l'a appelé hier, a été entendu. Et dans les recommandations, vous avez pris cela en compte. Je pense que si on organise des échanges scientifiques de ce genre, je pense que les droits des femmes seront respectés en Afrique. Merci.
moi, ce n'est pas non plus une question. Je voudrais féliciter le groupe 2 et insister sur l'idée de création d'un réseau de recherche avec des problématiques transversales. Si ça a été le cas, je crois que ce colloque aurait plus gagné. Donc, pour les fois à venir, si on peut identifier des problématiques transversales et à réaliser dans chaque pays, ce serait vraiment utile et ça permettrait à l'Afrique de l'Ouest de connaître un plein essor. Merci. Alors, Sanoussi. Merci. Alors, dans la recommandation, il y a un point où il parle d'améliorer la complémentarité des pouvoirs traditionnels et des collectivités territoriales. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils entendent par cela. Qu'est-ce qu'ils entendent par améliorer la complémentarité? Merci. Juste pour féliciter le groupe effectivement pour la qualité de ses propositions, et puisque la recherche est un élément important de ces recommandations, je voulais aussi suggérer qu'on prévoit des terrains comme les sites miniers, parce que ce qui ressort des différentes communications, c'est que le foncier est transversal, mais sur les sites miniers, il y a aussi l'émergence de nouveaux pouvoirs qui se surimposent à d'autres pouvoirs. C'est un terrain d'observation assez intéressant. Donc je voulais qu'on signale la transversalité des problèmes fonciers et l'importance d'effectuer des recherches sur les sites miniers. Merci. Bien, merci beaucoup. Donc, on a fait un peu le tour, mais je voudrais vraiment insister sur ce que Moussa a dit tout à l'heure, Moussa Sow. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Je suis passé sur des sites miniers après exploitation. J'avais l'impression d'être sur la planète Mars. C'est une espèce de désert avec des excavations. C'est incroyable. Ça fait peur parce que tu ne peux pas imaginer des êtres humains vivant sur ce site après la défection des sociétés minières. Et ça, c'est vraiment une question qui, aujourd'hui, doit préoccuper les États d'Afrique de l'Ouest, où on a tendance à dire maintenant de plus en plus, il vaut mieux exploiter nos richesses minières parce que. Donc vraiment, il faut peut-être ajouter d'autres études de cas sur les sites miniers pour vraiment attirer l'attention sur ce qui est en train de se passer là. Alors je vais donner la parole. Il y a une question, c'est améliorer la complémentarité. Alors qu'est-ce que vous entendez par ça? Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Oui, bonsoir. Pierre Gravel. En fait, j'ai été un peu à la base de cette proposition, donc une petite contribution. En fait, là, on parle de pouvoir et une juxtaposition de plusieurs pouvoirs dans une communauté. Mais toute personne qui cherche à exploiter son pouvoir, c'est pour le bien de la communauté. Donc, comment tous ces porteurs de pouvoir peuvent se mettre ensemble pour le bien de la communauté? On dirait que c'est difficile, mais en réalité, si ces gens-là n'ont pas d'objectif commun, il y a un problème de base. Donc, s'il n'y a pas cet objectif commun manifesté par un de ces pouvoirs-là, ce pouvoir doit être contesté d'une manière. C'est pour ça qu'on a parlé aussi de la gouvernance des pouvoirs locaux, que ce soit traditionnel, que ce soit moderne, etc. La complémentarité, c'est simplement d'aller ensemble vers la cause du village ou bien de la commune ou du cercle ou de la région. Vous voulez ajouter autre chose? C'est clair.
Sanoussi, ça va? Vous avez reçu satisfaction? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Tu veux dire deux mots? Deux petits mots? Oui, donnez-lui le micro. J'ai peur de me faire arracher les cheveux par le groupe. Ah bon? Pourquoi? Parce que cette formulation ne m'agrée pas. Oui, c'est pas grave ça. Parce que vraiment, la complémentarité entre les collectivités territoriales et les chefs de résidence, ça peut être contre l'intérêt commun. Donc, ils peuvent s'entendre sur le dos des populations. Donc, je crois qu'il faudra qu'on revoie vraiment, reformuler. Complémentarité, c'est faible pour moi. Et ça n'aboutit pas automatiquement à la sauvegarde de l'intérêt commun. Parce que j'ai vu beaucoup de complicité sur le dos des populations, complicité entre la collectivité territoriale, le maire et les autorités coutumières. Je suis d'accord. Voilà. Bien, alors il y a Aman qui veut... Tu faisais partie du groupe? Ok, bon. On est dans les réponses. Merci, Monsieur le Président. Il disait qu'il pensait qu'on allait lui arracher les cheveux. Évidemment, je vais lui en arracher. Quand on a... mais je vais laisser le soin à quelqu'un de le faire. Le doyen Edmond aurait dû dire cela dans le panel. Ça aurait été constructif. Maintenant, c'est déconstructif. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bon, de toute façon, on va... Tu étais... Non? Oui, mais... Non, il fait la provocation. Madame, c'est par là, voilà, mademoiselle. Non, c'est vrai que nous avons dit que nos recommandations, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible, mais on ne pensait pas que nous-mêmes allions... Non, il a expliqué, mais je pense, si c'est vrai que ce sont les populations qui ont élu les conseillers hauts, s'ils ont un ancrage dans leur milieu, et si le chef coutumier a la légitimité, a un ancrage dans son milieu, il y a des choses à faire pour le bien-être des populations de son milieu. La commune œuvre pour le bien-être de ces mêmes populations. Ce qu'on voulait, ils doivent se compléter pour atteindre l'objectif recherché qui est le bien-être de leur communauté. C'est ce qu'on veut dire. En d'autres termes, qu'il y ait... Bon, l'harmonie, c'est un peu trop fort. Ouais, pourquoi pas qu'il y ait de l'harmonie entre ce que le conseil communal fait et ce que les sociétés traditionnelles prévoient pour le développement du même espace. Je crois que c'est dans cet esprit-là. Merci. De toute façon, on va... Non, c'est pas le lieu. On va améliorer la rédaction après. Oui, c'est Barama. Tu veux dire deux mots? Deux petits mots, quoi? Une petite mise au point pour l'ensemble. Et en ce qui concerne la sécurisation des parcelles maraîchères pour les femmes, je crois que c'est un point qui a fait mal à certains. Et bon, qui se sent mauvais, qui se mouche. Donc moi, je ne peux pas comprendre que, parce que pour lui, quand il va prendre la dulcinée, peut-être ça a 18 ans, et quand lui, il va mourir, pourquoi celle-là va exploiter ses terres au profit de notre homme? S'il faut penser à ça avant le mariage. Donc pratiquement, le mariage est fait
et avec une retenue. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Avec une retenue. Quand tu viens dans le mariage, voilà, tu es là avec tes enfants, tu fais des enfants, tu fais toutes sortes de besoins dans la famille. Mais si on pense encore que après la mort, il ne faut pas. Bon, je vois que finalement. Non, je vois que vous, votre panel là, vous n'avez pas fini de laver le linge sale entre vous là-bas. Bon, c'est pas le lieu de faire ça ici. Donc moi, je vous retire la parole vraiment. Non, tu ne parleras pas ici. Bien, alors on va applaudir nos amis du panel 2. Bon. Moi, j'ai quelques conflits à gérer avec des comptes à régler avec mes cousins juristes, n'est-ce pas? Et ce sont mes cousins à plaisanterie, les juristes, parce que ils sont les cousins à plaisanterie des sociologues et des économistes. La prochaine fois, je ne mets pas 2 juristes côte à côte. Parce qu'ils ont passé tout leur temps à continuer leur débat, n'est-ce pas? En oubliant que la loi traduit un rapport de force et qu'ils ne vont pas nous convaincre que la Constitution, c'est une Bible. Non, c'est nous qui faisons nos constitutions et si le rapport de force change, vous savez, quand il y a un coup d'État, la première chose qu'on fait, on suspend la Constitution. Bon, c'est la preuve que ça traduit un rapport de force et que le rapport de force a changé. Donc, attention, moi je suis d'accord qu'on respecte les constitutions, mais si ces constitutions-là sont vraiment contraires aux intérêts des peuples, bon, je ne suis pas pour les coups d'État, mais je n'approuve pas non plus les coups d'État permanents, c'est-à-dire des gens qui sont au pouvoir, qui s'y installent et qui ne respectent pas les droits des peuples et tout ça. Ça, j'appelle ça les coups d'État permanents. Et en Afrique, il y en a beaucoup. Donc, mes amis juristes, là, on continuera notre débat après, mais moi, je veux que vous mettiez un peu d'eau dans votre vin. Là. Ce sont les êtres humains qui créent les constitutions. Et si on a envie de les modifier, on va les modifier. Voilà. Merci beaucoup. Bon, les 3 traditionnistes, ils sont là? Bon, on va leur donner la parole, mais ils vont parler en français ou quoi? Parce que... C'est déjà une limite en français. Ils vont parler en français? D'accord, ok. Mais un qui peut parler français. Bon, c'est Snarwo qui les représente. Je suis leur porte-parole. Bon, ça c'est différent, c'est vrai. Avec un Et lui, il est là-dedans? Merci tout le monde. Très rapidement, je vais vous livrer ce que pensent les traditionalistes. Je crois que pour la circonstance, il y avait le coordinateur des chefs de quartier de Bamako. Vous avez les familles fondatrices de Bamako. Vous avez le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement et il y avait 2 universités et l'association des maires du Mali. Et le groupe était présidé par M. Ousmane Sy, ancien ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Par rapport aux interventions, on a fait un tour de table et chacun s'est exprimé librement sur le rôle et la place des autorités, des chefs traditionnels et coutumiers et leur relation avec les collectivités territoriales. Voilà les points importants que j'ai notés pour vous. D'abord, ils ont mis l'accent sur l'importance de la langue dans la gestion locale et nationale. La langue. Ensuite, ils ont mis également l'accent sur le mode de désignation des chefs traditionnels. Ensuite, ils ont mis également l'accent sur les différents niveaux de gouvernance depuis la famille jusqu'à la commune et la place des valeurs culturelles et coutumières dans la société. Ensuite,
l'importance des terroirs et aires socio-culturelles. Et enfin, la place, le rôle et la place des chefferies traditionnelles. Voilà les points les plus importants qui ont fait l'objet des débats. Et pratiquement, ils ont tous intervenu sur ces différents points. Donc, en conclusion, il y a au moins 5 points qu'ils ont dit de revoir. La recherche, le groupe édicé pour orienter la réflexion et les décisions sur les questions suivantes. D'abord, l'intégration des langues locales dans la gestion locale en termes de communication des documents de travail. Ensuite, le mode de désignation et d'investiture des chefs traditionnels en lien avec leur représentativité. Ensuite, la possibilité de puiser dans les valeurs traditionnelles pour mieux articuler le pouvoir traditionnel et, si vous voulez, le pouvoir démocratique ou moderne, si vous voulez. Ensuite, la reconnaissance spatiale des aires socio-culturelles en termes de cartographie, de communautés humaines et de systèmes de production. Voilà à peu près les 4 points que les traditionnalistes ont retenus et ils pensent que ça peut faire l'objet de réflexions. Voilà, Monsieur le Président, l'essentiel des points issus d'un débat qui a duré à peu près 3h30. Merci. Merci beaucoup. Bien. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ces points? Une réflexion, une contribution ou une question? Oui, je veux juste ajouter un certain nombre de choses. J'étais aussi dans ce panel, même si je n'y suis pas resté assez longtemps. Et je pense que les traditionalistes ont beaucoup insisté sur la question de la langue. Il leur semble que on est en train de gérer le pays avec une langue étrangère que la majorité de la population malienne ne maîtrise pas. Et on est en train d'édicter des textes législatifs, réglementaires et des instructions dans cette langue, et le problème qui se pose, c'est toujours la traduction. Alors qu'on aurait pu peut-être commencer dans la langue locale et faire l'effort de traduction après en français, pour les besoins du caractère officiel de la langue française au Mali. Ça, c'est le premier point qu'ils ont vraiment discuté. Le deuxième point que j'ai aussi noté dans leur discussion, c'est que tous les régimes au Mali ont manifesté leur intérêt pour valoriser la présence et le rôle des pouvoirs traditionnels. Mais ils sont étonnés qu'après autant d'années d'indépendance, qu'on ne soit pas vraiment allé au-delà de la manifestation d'intérêt, au-delà de l'expression des intentions. Donc, on n'est jamais allé à une véritable action pour reconnaître leur existence et valoriser leur contribution. Et pourtant, ils disent que le Mali, bien sûr, État malien, est constitué de terroirs, d'aires socio-culturelles. Et généralement, ce sont ces acteurs-là qui ont une bonne connaissance de ces aires socio-culturelles, qui ont une bonne connaissance de ces terroirs. Très peu souvent, on puise dans leur connaissance pour gérer les questions liées à ces terroirs, à ces aires socio-culturelles. Et donc, il leur semble qu'il y a quelque chose d'étrange. Nous nous disons intellectuels, c'est ça qu'ils nous ont reproché. Nous nous disons intellectuels, mais on n'a pas un comportement d'intellectuel. Puisque normalement, un intellectuel va chercher le savoir là où ça se trouve. Donc, ils trouvent qu'il y a un problème, là. Autre point que j'ai soulevé, c'est, oui, j'ai noté, pardon, c'est la question de la compréhension de nos aires, de nos espaces.
Je pense qu'en Bambara, ils ont utilisé le terme Kene. On a les pouvoirs sur un certain nombre de Kene, sur un certain nombre d'espaces. Et ces espaces-là sont imbriqués les uns dans les autres. Comment cette imbrication est faite, on ne prend pas le temps de comprendre. Comment ces différents espaces sont articulés, on ne prend pas le temps de les comprendre. Et on pense que avec une seule façon de faire, on peut réglementer tout. Donc, comme disent les anglophones, il y a une taille qui suffit pour tout le monde. One size fits all. Et ils disent que, en principe, le Mali, vu le caractère très divers du territoire malien, on doit vraiment prendre le temps désormais de comprendre nos espaces, de les reconnaître et de reconnaître leur dynamique interne avant de se mettre à prendre des décisions pour la gestion de ces espaces. Et je pense qu'ils ont pris les problèmes que nous vivons aujourd'hui liés à la sécurité, à l'insécurité. Ils disent que, bon, si on avait pris le temps véritablement d'aborder ces questions-là suffisamment tôt à l'avance, ils ne disent pas qu'on n'aurait pas ces problèmes, mais ça ne se présenterait pas avec la même acuité. Donc c'est ce qu'ils nous ont dit. Et en dernier point, ce que j'ai aussi noté, ils disent que tout ça a un lien avec les valeurs. Quels sont nos systèmes de valeurs? Est-ce que nous nous retrouvons dans nos propres systèmes de valeurs? Ils ne demandent pas qu'on fasse un retour à l'ancien, eux, chefs de village et familles fondatrices, ils savent bien que le retour à l'ancien n'est pas possible, mais ils disent qu'on doit être capable d'adaptation. Ils ont même utilisé le terme adaptabilité. On doit être capable de puiser ce qui nous semble bon dans nos valeurs et les articuler avec notre contexte actuel. Donc, pour eux, ils résument tout le problème de l'État malien actuellement en ces termes-là. Il y a une sorte de hiatus entre les valeurs qu'on semble suivre et les valeurs réelles qui gèrent, on va dire, le fondement même de ce pays. Donc voilà ce que moi j'ai retenu en plus de ce que Sinayogo a présenté. Merci bien. Alors je voudrais savoir s'il y a des gens qui ont quelque chose à ajouter. Ah, bon, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Votre nom c'est Pierre. Pierre. Non. Ça c'est... Kéma. Keita. Kéma. Non, c'est fait. Edmond. Qui ça? Moussasso. Et bon, je parlerai en dernier. Ah, Michel veut... Ah, d'accord. Michel. Après Moussa. Ok, voilà, c'est fait. Pierre. C'est simplement que je n'ai pas bien compris le troisième point du conférencier. Vous avez donné 4 points. Mais le troisième, je n'ai pas bien compris. Le deuxième était le mode de désignation et le point qui a suivi. S'il vous plaît, si vous pouvez reprendre ce troisième point. Non, on va finir avec Yatima. Bon, on est au-delà du temps maintenant. Il faut être très bref. Sinon, je serai obligé de... Merci. Je reviendrai sur 2 points qui sont très très importants. La question de langue, elle a été abordée dans notre panel. Il y a eu un consensus là-dessus. Mais si on se souvient, quand Moussa Sissoko a présenté, il a insisté tellement sur ça et que donc si eux ils viennent avec, c'est vraiment un point très très important. Donc une contribution très très importante. Le
deuxième point, c'est par rapport au quai. Et ça, c'est une question qui avait été abordée, les espaces, leur dimension, etc. Donc, la recherche dans ce sens-là, pour comprendre la dynamique interne, c'est vraiment un point très clair. Merci. Keita. Voilà, moi c'est donc pour féliciter ce groupe-là, parce qu'en fait, cette recommandation de langue, on aurait dû l'avoir ça a été la recommandation du groupe 2. Effectivement, c'est moi qui l'avais évoqué, mais malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Donc, c'est juste pour féliciter ce groupe-là sur vraiment la pertinence de la question de langue au Mali. Merci. Edmond. Excusez, monsieur le rapporteur, est-ce que je peux, par indiscrétion, vous pouvez me dire celui qui représentait la coordination des quartiers? C'est le coordinateur Touré. Moussa Touré. Oui. Merci. Pas Moussa. Merci. Je pose cette question par rapport aux langues. Par rapport à ce que ce groupe a dit. Moi, d'abord, avant de venir aux langues, j'aimerais que... Bon, ça fait plus de 10 ans que j'entends ces complaintes-là. Et je demande à ces traditionnalistes, à ces chefs de quartier, de dépasser le stade des complaintes et d'aller à l'action. Quand le maire veut être élu, il va les voir. Quand le député veut être élu, il va les voir. Même le président de la République veut aller les voir. Qu'est-ce qu'ils ont proposé concrètement et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce sens par rapport à la perte des valeurs, par rapport à la langue? Et je m'excuse, je ne voudrais pas particulariser. Je ne voudrais pas particulariser. Mais, Bamoussa Touré. Non. Laisse ça. Il n'est pas là pour répondre. Il n'est pas là pour répondre. On laisse ça. Parce que lui et moi, on a fait 15 ans ensemble à Denafla. Non, ça va. Pour les langues nationales. Pour les langues nationales, là, je dis qu'on a suffisamment parlé sur les langues nationales. Ce n'est pas un problème de recommandation. Tout le monde est convaincu, c'est pertinent, mais c'est un problème de décision politique. Tout ce que vous dites là, on a déjà démontré ça plusieurs fois. Il y a des études scientifiques, tout, de la pertinence, de l'importance des langues nationales pour le développement socio-économique. Mais ce sont les pouvoirs politiques qui ne franchissent pas le Rubicon. Notre recommandation sera un truc de plus, une épée dans la main. Donc moi je veux que réellement, concrètement, que les uns et les autres, s'ils sont convaincus de leur proposition, qu'ils demandent à ces maires, qu'ils demandent à leurs députés, qu'ils demandent aux présidents, qui viennent les voir, quel est votre programme, et dans votre programme, et s'il y a les langues nationales. S'il n'y a pas ça, vraiment c'est du ronronnement. Merci bien. Michel, donne le micro. Je pense que la question des langues était très importante, je l'ai souligné. Je crois qu'il faut la thématiser et ne pas se contenter d'un mot d'ordre très général. On a souligné la nécessité de traduire les textes qui sont en français vers les langues nationales. Dans les communes en dehors de Bamako, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Le débat est en langue nationale et c'est le secrétaire général qui met en forme en français. Donc il y a ça, c'est un point. Et puis il me semble qu'il ne faut pas oublier que dans beaucoup de communes on parle plusieurs langues. Donc pour avoir débattu et contribué à l'élaboration de lexique concernant la décentralisation, c'est une question délicate. Il ne faut pas brandir autant je trouve que c'est important, autant c'est difficile. Et enfin, c'est pas seulement le français contre les langues nationales, c'est aussi l'écriture en face de quelque chose qui n'a pas été fait, c'est permettre à la majorité des gens d'écrire dans leur langue. L'écriture est aussi important que la langue. Merci. Moussa. Je vais
aller vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Et la ministre, à l'ouverture du colloque, avait insisté sur l'importance de la question linguistique. Mais vous allez être étonné. Moi, je voudrais aller un peu contre notre sensibilité quand il s'agit de culture. En réalité, si vous regardez ce qui se passe sur le terrain, il n'y a pas de problème. Dans les communes, on s'exprime selon la langue véhiculaire locale. Je veux dire que le problème des langues, ça se pose peut-être à un niveau central. Au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement, etc., les langues ne sont pas suffisamment prises en compte. Et je suis d'accord avec Edmond, c'est-à-dire que le cadre politique, là, ne s'oppose pas à ce qu'on utilise nos langues, vraiment. Et la décentralisation a créé une dynamique linguistique qui fait que les gens s'expriment dans leur langue. Maintenant, il faut renforcer ça. Il faut que les différents acteurs, vraiment, passent aux actes. C'est ça, vraiment. Sinon, il ne faut pas mystifier le problème. Je pense qu'il y a un mieux avec la communalisation, il y a un mieux linguistique, vraiment. Au niveau des politiques locales, au niveau de la politique locale, je dirais, les gens s'expriment vraiment dans nos langues. Vraiment. Maintenant, il faut renforcer le processus. Merci. Bien, merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais faire une petite remarque. Je pense que quand on fait tous les débats dans une langue nationale et qu'on fait le rapport en français, je pense qu'il y a une déperdition quelque part. Et il serait peut-être temps, comme qui l'a dit tout à l'heure, qu'on fasse le rapport en langue nationale et qu'on le traduise après en français. C'est très différent quand le rapport initial est fait en langue nationale et traduit en français, c'est très très différent de quand le rapport est simplement fait en français directement par quelqu'un qui met les concepts qu'il connaît et ça ne traduit pas forcément la pensée des gens. Donc il y a un vrai problème là-bas qu'il faut regarder. Moi je pense que si on fait cet effort déjà, c'est une mesure concrète. Et dit on a fait le débat en langue nationale, on fait le rapport en langue nationale. Et puis on traduit en français. Hein? Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire. C'est traduire. C'est d'abord faire le rapport en langue nationale. Ceux qui sont alphabétisés peuvent vérifier que ce rapport est conforme à ce qui a été débattu. Et après on traduit en français. Parce qu'il y a un problème de traduction qui est là aussi. Hein? Les concepts ne sont pas faciles parfois à traduire d'une langue à l'autre. Donc c'est très important. Et voilà. Et donc ça c'était une proposition vraiment concrète qui permet de résoudre un peu les problèmes. Je vais passer la parole à... Nous avons aussi là quelques précisions à donner aux uns et aux autres. Vous avez votre nom. Merci, Président. Moi, à mon niveau, j'ai retenu seulement une seule question, la question de M. Pierre. C'est-à-dire, la recommandation 3, c'est tout simplement, ils n'ont pas beaucoup parlé de valeurs. Et Amagan est revenu là-dessus. Moi, j'avais formulé que la possibilité de puiser dans les valeurs traditionnelles pour mieux articuler le pouvoir traditionnel et le pouvoir démocratique. J'ai même mis entre parenthèses parce que vous avez employé la notion de pouvoir moderne. Il s'agit de ça. Voilà, M. Pierre. Maintenant, bon, cette traduction, ça peut se faire, hein, parce que tout le débat a été enregistré. Il s'agit maintenant de scripter, traduire le bambara, le français et le bambara en français. Ça, c'est ce qui reste à faire. Merci. Oui. Non, je ne parle pas de votre cas précis. J'ai dit il y a des débats qui se font dans les communes et tout ça. Hein, effectivement. Bon, mais quand on fait le rapport, on dit c'est un tel qui va faire. Et lui, il fait le rapport en français directement. Ce n'est pas soumis à contrôle. Hein, moi, je me souviens à la conférence nationale, il y avait un monsieur qui parlait, qui s'est exprimé en Mianka. Et il y avait donc un traducteur, à la conférence de 1992. Et ce monsieur qui traduisait son Mianka en français a fait une mauvaise traduction selon lui. Donc il a traduit lui-même ce qu'il a dit en Mianka, il a traduit en français. Et les gens lui ont dit, mais il faut continuer en français une bonne fois. Il a dit non. Parce que ceux qui, comme c'était transmis de façon directe, alors ceux qui m'ont mandaté ne comprennent pas français.
il faut que je traduise, je suis leur porte-parole, il faut que je dise ce qu'ils m'ont dit de dire en langue qu'ils comprennent. Parce que et ça, c'est l'exercice du contrôle de ceux qui ont mandaté quelqu'un. Ils peuvent contrôler le contenu du discours qu'il transmet. Et c'était ça son souci à lui. Et c'était un souci vraiment que moi j'ai salué en disant ça c'est un point très positif de la conférence nationale. Les gens s'expriment dans la langue qu'on leur a demandé, au cours de laquelle les gens ont fait les débats. Donc c'est très important cette question de langue et d'écriture du premier rapport. Nous on a fait avec les conventions locales. Les premières conventions locales qu'on a à Douanza et autres, on a demandé que les conventions locales soient écrites d'abord en langue nationale, que les gens regardent si ça correspond à ce qu'ils ont dit, et puis après, on traduit en français. Mais c'est une bataille qu'on a perdue à cette époque. Mais vous savez, c'est parce que la langue traduit aussi des rapports de force. C'est évident. Donc cette question est très, très importante. Il faut vraiment... il faut qu'on la creuse et qu'on voit exactement comment on peut avancer. Bien, alors je vais demander qu'on applaudisse nos amis traditionnels. Bon, on arrive au bout d'une longue journée et je remercie Fomba de m'avoir filé le bébé et de partir comme ça. Bien, on va demander au directeur exécutif de Odyssée de nous rejoindre et on va faire une cérémonie simple de clôture. Bon, Madame le ministre n'a pas pu se libérer pour venir, elle l'aurait fait avec plaisir, elle a même préparé un discours et tout, mais donc on va faire l'économie de ça et je suis certain qu'elle va appuyer ce qu'elle a dit là parce qu'elle aussi, elle tient beaucoup à cette question des langues et elle l'a dit dans son discours d'ouverture. Et donc on va poursuivre nos travaux avec elle. Elle est prête à appuyer l'initiative qui est ici faite. Moi je voudrais, c'est pas à moi de faire le discours de clôture, mais en tant que président de toutes ces journées de réflexion, je voudrais vous remercier vraiment pour tous ces efforts qui ont été faits. Et pour ceux qui sont venus de loin, vraiment il y a un double effort. On va vous demander encore un petit effort, parce que comme on va publier les actes du colloque, on va vous donner 2 semaines après le colloque pour ceux qui veulent encore travailler un peu leur communication. Ces personnes ont 2 semaines pour nous renvoyer la version finale de leur communication, et donc version finale qui seront publiées parmi les actes du colloque. Donc encore un petit effort, parce que lors des débats, on vous a fait des suggestions, il y a eu de nouvelles idées, etc. Donc si vous pouvez les inclure dans vos communications, ce serait une très bonne chose. Alors moi, je ne vais pas être long parce que je ne suis pas un politique. Je suis là parmi des scientifiques. Je voudrais vous remercier et je voudrais faire une doléance au groupe Odyssée, je l'ai déjà annoncé. Je voudrais que ce soit déjà un petit groupe qu'on constitue dans l'ensemble de la sous-région avec nos amis européens et que ce groupe-là ne soit pas disloqué comme ça. Qu'on puisse trouver le moyen de continuer à réfléchir ensemble parce que c'est ça qui va permettre d'enrichir aussi. Si on renouvelle chaque fois les équipes qui viennent avec nous, bon, c'est pas toujours facile d'avancer. Voilà, ça c'est ma doléance au groupe Odyssée et je suis prêt à les aider à trouver les moyens pour que ce travail puisse continuer entre nous. Je vous remercie tous et bon, Neborakmana. Alors, je voudrais juste relayer les propos du doyen d'une manière spéciale et adresser ces propos à quelqu'un de spécial aussi dans la salle. Et je m'en tiendrai à ça. Après, M. Sow va faire la clôture. Nous avons la chance et le privilège d'avoir parmi nous celui qui apporte le soutien financier à ce projet-là, qui est le projet MODE. C'est l'ambassadeur des Pays-Bas, Joke. Merci pour votre présence, qu'on apprécie beaucoup.
mais on profite aussi de votre présence pour vous dire que les enjeux sont énormes, les défis sont grands, les intentions sont bonnes, l'énergie est là, mais pas l'énergie financière. Donc, on a besoin encore de nos amis pour nous aider à avancer par rapport à ces défis qui sont devant nous. Nous, en tant que groupe Odyssée et Institut des sciences humaines, on est vraiment enthousiaste à continuer ce qui vient de démarrer ici, puisque pour nous, le colloque n'est pas l'achèvement d'un processus, c'est plutôt le début d'un processus. Comme le président du comité scientifique l'a dit, nous souhaitons vraiment, à partir de là, commencer une dynamique qui va regrouper, bien entendu, les chercheurs, mais comme vous avez compris, il y a quelques décideurs dans la salle, et des décideurs qui ont parlé intuitif personnel, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est des décideurs. Je parle en regardant M. So, qui travaille au niveau de la fonction publique et donc qui est très actif à un niveau très, très élevé. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, que la recherche nourrisse la réflexion et les décisions des politiques, et que les politiques aussi soient intéressés de venir voir les chercheurs pour prendre un certain nombre d'éléments qui peuvent les aider dans la prise de décision. Donc, je pense que c'est le début d'un processus et nous souhaitons vraiment que vous restiez avec nous pour la suite. Et pour ceux qui rentrent dans leur pays respectif, on leur souhaite un bon voyage retour. Rentrez chez vous, ne nous oubliez pas. Envoyez-nous au moins un email pour dire que vous êtes bien arrivés. Ça va nous rassurer déjà. Et après ça, on va voir comment continuer la relation. Et pour mes compatriotes maliens qui sont là, nous vous remercions vraiment pour avoir fait le déplacement et être restés avec nous tout ce temps. Nous apprécions vraiment votre présence et nous espérons que nous aurons à partir de là d'autres opportunités pour être ensemble et œuvrer ensemble. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Monsieur l'ambassadeur. Oui, merci pour me donner la parole. Alors, je ne suis pas venu pour parler, alors je ne vais pas parler. Je suis venu pour écouter. Mais une fois que vous m'adressez, je voudrais quand même prendre la parole. Merci pour le travail que vous faites. Nous, on pense que le travail de scientifique est assez important. Alors, le colloque de scientifique est de vraiment essayer de comprendre ce qui se passe dans un thème important pour nous et pour nos programmes. Et le lien entre les résultats d'un tel colloque et la politique actuelle, c'est toujours un peu difficile, mais de créer le pont entre le travail scientifique et les programmes et la politique et l'accompagnement d'un bailleur comme les Pays-Bas avec le Mali, c'est assez important parce que tout, et moi je suis maintenant presque 6 mois au Mali, et vraiment les complexités sont énormes et on risque toujours de faire des choses qui ne vont pas contribuer au progrès, mais qui vont encore plus compliquer les choses. Alors pour ça, une bonne compréhension de tout ce qui se passe, surtout dans le milieu rural, est très important. Alors, une bonne continuation de votre travail et on reste à côté. Mais aussi, nos moyens financiers sont toujours limités. Alors là, il y aura toujours une discussion. Mais merci et bonne continuation. Je vais vous demander encore quelques minutes d'attention parce que M. Fomba avait proposé un discours de clôture et moi j'ai ajouté quelques mots et la représentante du ministre a aussi travaillé sur ce qu'on avait proposé. Donc vous me permettrez d'être dogmatique et de rendre vraiment compte de ce qui a été écrit au nom du département de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Donc, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les participants au colloque, mais avant cela, j'ai oublié de dire monsieur le président du colloque,
monsieur le directeur de l'Odyssée, mesdames et messieurs les participants au colloque, nous voici au terme des 4 jours de travaux de ce colloque international, durant lesquels vous avez débattu des questions essentielles liées à la problématique des relations des pouvoirs traditionnels avec les collectivités territoriales. Vous me permettrez à cette occasion de me réjouir une fois de plus de cette expérience réussie de partenariat scientifique entre une institution privée de nature associative, le groupe Odyssée, et une institution publique, l'Institut des sciences humaines. 4 jours durant, vous avez analysé les défis importants liés au rôle des autorités traditionnelles dans la gestion locale et partant dans le cadre d'une gouvernance territoriale prenant en compte les légitimités traditionnelles. Les situations et les expériences étaient diverses et variées, et cela a précisément été un des points forts de cette rencontre. Elle a effectivement bénéficié de l'apport de chercheurs ayant travaillé sur d'autres terrains africains, d'autres terrains que les terrains maliens, et une communication a même évoqué des terrains d'Amérique du Sud. Ils nous ont en effet instruit des différents jeux de pouvoir dans la gestion des territoires locaux. Plus spécifiquement, il a été question du retour triomphal de la couronne dans les collectivités territoriales du Bénin, du rôle des Boulama dans la gestion foncière au Tchad, de la politisation des chefferies traditionnelles au Niger, du rôle de l'aménocale au Mali, etc. etc. Les rapports qui nous ont été lus tout à l'heure donnent une idée de la richesse des débats et donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. J'ajouterai cependant que la question foncière a été transversale dans toutes les communications. Et cela montre bien qu'elle constitue un des enjeux majeurs de la gouvernance locale et qu'il convient constamment, par conséquent, de lui accorder une attention particulière. Et si on parle de pouvoir traditionnel, c'est généralement aussi par référence à leur rôle dans la gestion de la question foncière. J'ai également écouté attentivement vos propos sur les panels organisés dans le cadre de ce colloque et je tiens à exprimer ma satisfaction toute spéciale quant à la place que vous avez accordée aux langues nationales dans ces échanges. Mesdames et messieurs les organisateurs et participants du colloque, la qualité de vos travaux présage d'un après-colloque riche du point de vue de la vulgarisation et de l'application de la moisson d'idées engrangées. Je vous renouvelle ici la disponibilité de mon département à rester à votre écoute et à examiner vos propositions avec toute l'attention requise. Donc, Madame la ministre réitère ici des propos qu'elle avait tenus quand elle a reçu le directeur de l'Odyssée avec moi-même. Elle est vraiment prête à nous accompagner dans l'après-colloque. Voilà. Honorables invités, chers participants, je voudrais aussi remercier Odyssée pour son initiative qui est créatrice, c'est-à-dire qu'elle a su fédérer des démarches diverses et vraiment elle a cherché à concentrer la réflexion sur un sujet d'intérêt national. C'est une innovation importante que Madame la ministre tient à saluer. Je ne saurais terminer sans réitérer ma profonde gratitude à leurs excellences, les ambassadeurs des Pays-Bas et du Danemark, pour avoir permis, grâce à leur appui, la tenue du présent colloque international. Sur ce, je déclare clos les travaux du colloque international sur le thème pouvoir traditionnel et collectivité territoriale. Je vous remercie. Ok, alors moi, la séance est levée, mais on peut continuer à bavarder encore un peu. Merci beaucoup.